Les touristes viennent du monde entier pour visiter Paris, contempler ses grands monuments, remonter le fil du temps et découvrir les saveurs de la gastronomie française. Derrière le décor prestigieux de la place Vendôme, une des adresses les plus réputées de la cuisine française. Chaque matin, au cœur de Paris sont livrées quelques douzaines d'huîtres, avec le plus grand soin. Dans les cuisines du restaurant, le chef se prépare à sublimer un coquillage au goût iodé et au nom synonyme de fête et de raffinement. L'huître, mystérieux cadeau de la nature. Bon, Joël nous a pas oublié. Non, chef, c'est bon. Aujourd'hui, c'est bon. Non, elles sont superbes, elles viennent d'arriver. La première histoire, quand on voit une huître, c'est qu'on a déjà un cadeau de la nature dans un emballage. C'est une petite boîte, une huître. En plus, elle a la forme de la main. Depuis la nuit des temps, les gens ont dû porter ça dans leurs mains, l'ouvrir, et on s'aperçoit que dans la bouche, c'est un réactif, c'est quelque chose qui a son propre goût, mais qui en plus est un stimulant. C'est quelque part, ça révèle d'autres saveurs. Donc pour moi, une huître, ça interpelle. On ne peut pas rester à regarder une huître sans se poser des questions. On a envie de dire toc toc, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Les huîtres sont apparues sur notre planète il y a 200 millions d'années. Elles sont pêchées depuis la préhistoire. Des traces de gisements fossiles prouvent d'ailleurs leur consommation par les hommes dès le néolithique. Les Romains en feront commerce à travers toute l'Europe. Mais déjà à l'Antiquité, les Grecs prêtent aux huîtres des vertus aphrodisiaques et bien d'autres qualités encore. À l'origine, partout en Europe, il n'existe qu'une seule espèce, l'huître plate, l'Ostrea edulis, aujourd'hui presque totalement disparue. Le terme ostracisme vient de l'huître plate. À l'époque, pour bannir quelqu'un qui avait fait des bêtises dans un village, on votait sur une petite coquille d'huître plate. Et donc le terme ostracisme vient de l'huître Ostrea edulis. Stéphane Pouvreau, biologiste marin, est un des plus grands spécialistes de l'huître et de ses mystères. L'huître plate, surtout, est présente sur nos côtes européennes depuis l'aube des temps. Elle a été exploitée par les Romains, longuement par les Romains. Des routes de l'huître ont été créées pour acheminer vers Rome les huîtres plates des côtes françaises. Au Moyen-Âge, on a moins de détails de l'histoire, période un peu obscure le Moyen-Âge, donc on a moins d'éléments. Et puis par contre, à la Renaissance, alors à la cour du roi, on mange de l'huître plate avec différents bienfaits. Il y a un commerce qui va s'établir pour acheminer à Paris de plus en plus d'huîtres. Dans ce tableau, peint en 1735 par Jean-François de Troyes, le champagne accompagne un déjeuner d'huîtres. L'alliance du vin pétillant et du coquillage souligne le caractère festif de la scène, qui semble ravir valets et aristocrates. L'histoire retient que Louis XIV était un grand amateur d'huîtres. L'intendant à la cour du roi, le célèbre Vatel, organisait de formidables bombances où les convives dévoraient quantité de poissons et de coquillages. Au château de Chantilly, à l'occasion d'un festin, le cuisinier favori du roi doit nourrir 3000 convives durant 3 jours. Mais les poissons et les huîtres n'arrivent pas à temps. L'affront est insurmontable pour le cuisinier,
qui préfèrent se donner la mort le soir même dans une chambre du château de Chantilly. Au XVIIe et XVIIIe siècle, les huîtres sont en vogue sur les tables de l'aristocratie, à tel point que les gisements naturels sont déjà surexploités et s'épuisent. On ne sait plus à quoi ressemble l'huître plate au fond de la Manche à l'époque, on n'a pas d'image de l'époque. On imagine que c'était vraiment des forêts qui tapissaient le fond de la Manche, hein, donc vraiment qui créaient plein d'habitats pour les poissons, pour plein d'organismes. Donc on essaye, voilà, l'idée peut être d'avoir à l'esprit cette idée de forêt d'huîtres plates qui tapissait la Manche. Au milieu du XIXe siècle, Victor Coste, membre de l'Académie des sciences, est persuadé que l'huître, qui est jusqu'alors pêchée en pleine mer, peut être élevée par l'homme, à condition d'en comprendre les mystères. Durant plusieurs années, Victor Coste parcourt le littoral français, met au point une technique qui permet de poser les bases de l'ostréiculture moderne. En 1863, sous la coupole de l'Institut de France quai de Conty à Paris, l'académicien présente à ses pairs les résultats de ses premières recherches. Victor Coste va être très important pour l'ostréiculture puisqu'il va aller un peu se renseigner partout, il va un peu regarder différentes techniques pour réussir à développer ce qu'on appelle maintenant le captage. Donc le captage, c'est l'art de récolter des jeunes huîtres dans le milieu naturel sur des structures. Quand la reproduction a lieu, les huîtres pondent et les larves évoluent dans l'eau pendant 2-3 semaines. Puis au bout de 2-3 semaines, elles se fixent, elles cherchent un substrat pour se fixer. Et donc Victor Coste a inventé, ou en tout cas a optimisé les techniques pour capturer ces jeunes huîtres, ce qu'on appelle le naissin. Et donc toutes les techniques de captage font partie, enfin en tout cas sont partie des travaux de Victor Coste, et aussi aidés par Ferdinand de Bon à quelques années près. Hein. Donc voilà les deux personnes qui ont été un peu les pères de l'ostréiculture moderne telle qu'on la connaît maintenant. En reconnaissance de ses travaux, Victor Coste devient quelques années plus tard président de l'Académie des sciences. Mais au même moment, le naufrage d'un navire marchand va bouleverser l'écosystème marin sur une partie du littoral français. Parce qu'il y a vraiment un engouement pour les huîtres. On amène une autre huître, l'huître creuse, portugaise, en 1863. Le Morlaisien, qui est un bateau qui achemine des huîtres creuses portugaises sur nos côtes, va s'échouer. Une grosse tempête, il va s'échouer. Et donc, pour essayer de sauver, la cargaison d'huîtres va être mise par-dessus le bord. Et ces huîtres vont s'installer, vont biologiquement s'installer, elles vont se reproduire et elles vont relancer en France une nouvelle espèce. L'huître creuse portugaise s'installe en Gironde, puis dans le bassin d'Arcachon, puis à Marennes-Oléron. On est en 1870-1880. Au début, donc 1910-1920, ça y est, l'huître creuse portugaise a envahi toute cette partie du littoral atlantique. Elle est produite, elle est élevée. Et en Bretagne, on a l'huître plate qui est élevée en parallèle. Donc on a à ce moment-là 2 espèces qui sont produites au même moment. On est au début du XXe siècle. L'estuaire de la Charente et les eaux de l'île Madame sont une maternité et une nurserie pour les huîtres. Elles viennent y pondre en été quand la température de l'eau se réchauffe. C'est le début du cycle de l'élevage, le captage de millions de larves microscopiques. Les ostréiculteurs installent des collecteurs pour permettre aux jeunes huîtres, le naissin, de s'y fixer, comme elles le feraient naturellement sur les rochers. Les larves vont se balader au gré des courants pendant environ 3 semaines. Il faut des températures qui oscillent autour des entre 20 et 22 degrés, ça c'est l'optimum. Et puis pendant 3 semaines, la larve va se promener au gré des courants, ce sera planctonique. Puis au bout de 3 semaines, elle va commencer à couler, fabrique sa coquille. Et puis elle va chercher un support pour se poser. Et nous, ce qu'on lui propose, c'est ce genre de collecteur.
L'ostréiculture, c'est de l'élevage, c'est-à-dire qu'on va récolter des larves, donc ce qu'on va appeler de la semence, un peu comme un agriculteur qui va faire ses propres semences de blé. Et puis voilà, pendant 3 ans, on va les élever. Alors on a un petit peu aussi des pêcheurs parce que c'est la nature qui nous donne. Quelque part, là, voilà, on prélève ce que la nature veut bien nous donner. Le captage des huîtres dans leur milieu naturel est parfaitement adapté aux besoins des petites productions. Mais lorsqu'il s'agit de produire en grande quantité, les ostréiculteurs achètent leurs naissins à des écloseries. Ces entreprises spécialisées dans la reproduction et la sélection d'huîtres se sont développées en France au cours des années 2000. Elles produisent une huître modifiée génétiquement. C'est une huître stérile, jamais laiteuse, consommée toute l'année. Elle est connue sous le nom d'huître triploïde. En Bretagne, la baie de Morlaix est réputée pour sa beauté et son histoire. C'est aussi la plus importante zone ostréicole du Finistère. On y élève des huîtres depuis 1892. À l'abri des tempêtes et des vagues qui balaient les côtes du Finistère, une dizaine d'entreprises ostréicoles produisent ici plus de 6000 tonnes d'huîtres creuses. Bon, les contrôles sont finis presque ou... Là c'est top. Ah, puis c'est vraiment régulier. Quoi. Ces jeunes huîtres n'ont que quelques semaines. Elles viennent de parcourir des centaines de kilomètres en camion, entre l'écloserie où elles sont nées et la baie où elles vont grandir. Donc je prends 25 grammes. Elles sont très fragiles. À chaque livraison, la qualité du naissin et leur nombre sont contrôlés avec le plus grand soin. Dans tous les lots qu'on a reçus ce matin, il y a environ au kilo 5000, 4700, 4500. On a entre 4000 et 5000 bêtes au kilo. On fait des échantillons de 25 ou 50 grammes 2 ou 3 fois sur chaque caisse pour avoir une moyenne, pour voir si c'est à peu près bon. En général, ça colle à peu près. Hein. 8, vas-y, comme on a le temps, tu peux en faire une ou deux si elles ne sont pas parties encore. Les huîtres vont grandir dans des poches, puis elles seront posées à même le sable si les parcs ostréicoles sont protégés des vagues et de la houle. Alors, regarde un petit peu ça. Hop. Et là-dessus, on va en perdre sûrement au moins la moitié encore. Hein. Au moins la moitié. Ou trop chaud, ou trop froid, ou mauvais moment, mauvais endroit. Donc ça, on ne sait jamais. Quoi. On sait que quand on les relève à la fin. Il faut vraiment l'endroit et le terroir. On ne peut pas faire des belons ou des perles noires comme ça, on ne peut pas les faire ailleurs. C'est comme le Romanée Conti, il faut le faire là où il doit être fait, on ne peut pas le faire ailleurs. Le terroir est capital. Quoi. Il faut le travail des hommes, mais il faut aussi le terroir. Régulièrement, lors des grandes marées, les huîtres sont retournées, déplacées, nettoyées, afin qu'elles grandissent dans les meilleures conditions. L'élevage va durer 3 ou 4 ans. Ce matin-là, des millions d'huîtres vont être immergées dans la baie de Morlaix. Elles vont rejoindre leur milieu naturel. Pour se nourrir, une huître va filtrer l'équivalent de 6 litres d'eau par jour. Et ce sont les nutriments en suspension qui lui donneront sa saveur, comme un terroir pour le vin. Tout commence ici. On met le naissin, nous on achète le naissin et après on fait l'élevage ici pendant 3 ans, voire 4 ans pour les spéciales. Mais tout est fait ici. C'est ici la sélection, la croissance, la forme, tout le travail est fait ici. C'est jamais pareil. Parfois ça va pousser très vite, parfois ça va pousser beaucoup moins vite. Tout d'un coup on va dire normalement on leur change de poche dans 6 mois et puis il va falloir le faire dans 3 mois comme dans 9 mois. Voilà, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu et qu'on peut difficilement maîtriser. Au lieu d'être de la terre, c'est de l'eau salée.
mais il y a les mêmes forces qui existent et qui imprègnent complètement le produit que dans la vigne. On a des nuances sur la même variété, le même âge, le même temps d'affinage. À quelques mètres près, on peut avoir un produit qui a un goût totalement différent parce qu'il a bénéficié, l'huître s'est nourrie de tous les éléments, du plancton et tout, mais qui est différent en fonction du courant qu'il y a et de l'endroit où ça se passe. Là, il y a tout pour faire la royale. Un des plats fétiches du chef du Carré des Feuillants est élaboré avec des huîtres du bassin d'Arcachon. Dans cette recette, on va avoir des huîtres qui vont être juste pochées et puis c'est dessus une couche de caviar cuite comme un flan, c'est-à-dire on appelle ça une royale. On va coller l'eau des huîtres qui est exceptionnelle. Cette eau des huîtres va être collée avec juste que ce soit une gelée qui soit croquante, mais qui fond aussitôt dans la bouche. De ciseler en petits cubes, c'est pas haché grossièrement, hein, c'est ciselé pour qu'on ait des petits morceaux d'huître. C'est pas uniquement un aliment, c'est un condiment aussi. Donc c'est quelque chose de très important. Je pense que ça fait partie dans nos repères un peu de cette Europe, de cette vieille Europe du Sud. Ça fait partie de la panoplie la plus de haut niveau de tous les repères gustatifs que l'on a. Donc le salé, le sucré, l'acide et la mer, et l'huître, elle est là-dedans, quoi. Elle n'amène pas que le salé, elle amène la note iodée, elle amène beaucoup de choses. Le golfe du Morbihan vit au rythme des courants de marée. Dans cette petite mer intérieure, le renouvellement des eaux est bénéfique pour les huîtres. On a un petit peu d'avance, mais c'est mieux. Ça va être plus facile pour... Parfois, l'arrivée ici, quand il y a beaucoup de courant, c'est un peu rock'n'roll. Les eaux riches en nutriments du golfe du Morbihan permettent d'affiner le mollusque. L'affinage, c'est une autre étape de l'élevage qui révèle la texture charnue, le goût de l'huître et la couleur de sa chair. Un métier comme le nôtre, on est vraiment à mi-chemin entre l'agriculture et la pêche. C'est-à-dire que, comme les agriculteurs, on sème pour récolter, mais aussi comme les pêcheurs, on dépend beaucoup du milieu, puisqu'on ne nourrit pas les huîtres, on ne traite pas, c'est vraiment 100% naturel. Et je trouvais que c'était un bon mix entre ces deux activités que j'aime beaucoup, que ce soit la pêche, pour laquelle j'ai une petite expérience, et puis l'agriculture, qui est plutôt mon milieu familial. Voilà. On nous appelle les paysans ou les jardiniers de la mer, et je trouve que ça, c'est une bonne image. Le fait d'implanter comme ça des structures dans le milieu naturel, on va créer un récif artificiel. On va avoir une multitude de poissons, de crevettes, une faune, une flore fixée qui va venir se développer. Et quelque part, on va fixer la vie. Partout sur la planète, la production mondiale d'huîtres repose principalement sur une seule espèce, la Crassostrea gigas, une huître originaire du Japon. Alors, comment et pourquoi cette espèce du Pacifique a-t-elle pu se développer partout dans le monde et remplacer l'huître plate en Europe? Des échanges à l'échelle mondiale entre différentes zones de production ostréicole sont à l'origine de la fin des huîtres plates. Dans les années 70,
un groupe d'ostréiculteurs et de scientifiques français en voyage d'études aux États-Unis décide de ramener quelques huîtres. Mais elles sont porteuses d'un parasite qui va décimer quasiment toutes les huîtres plates sur le littoral français. À la pointe de Bretagne, dans le village de Port-Spoder, un laboratoire de l'IFREMER, l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer, s'est spécialisé dans la physiologie des invertébrés. Une équipe de chercheurs étudie les derniers gisements sauvages d'huîtres plates en Bretagne, quelques zones en rade de Brest et en baie de Quiberon, encore épargnées par les parasites. Donc voilà. Voilà un bel échantillon là. Régulièrement, les scientifiques prélèvent quelques spécimens. Bon ben on va avoir un peu de tri nous maintenant. Ils ont bon espoir d'offrir aux ostréiculteurs la possibilité de cultiver à nouveau l'huître plate dans quelques années. Très bien. L'enjeu est économique pour les professionnels et écologique pour les scientifiques. Non, je sais. L'idée, à terme, c'est d'essayer de faire revenir cette espèce en Bretagne, qui est une espèce qui était native, qui est originaire de Bretagne, qui a été surpêchée, surexploitée, qui subit aussi des pollutions. Donc, une espèce qui est en train de disparaître. Et notre travail, c'est d'essayer de la faire revenir dans les années à venir. Donc, c'est ce qu'on appelle de la restauration écologique, ou de l'écologie de la restauration. Je pense qu'il faudra vraiment refaire un... Les chercheurs français trouveront peut-être un jour une souche résistante au virus, importée par la faute des hommes. Pour y parvenir, les scientifiques sélectionnent et croisent des huîtres plates, issues d'un des derniers gisements naturels en Bretagne. Il n'existe que 3 espèces d'huîtres différentes dans le monde. Il n'y a pas tant d'huîtres que ça. La première, l'huître la plus importante, c'est l'huître creuse, qui est une espèce mondiale, avec une production extrêmement importante. L'espèce dont on a parlé, l'huître plate, est très peu présente. En fait, elle n'existe qu'en Europe. Et il y a un troisième type d'espèce, ce sont les huîtres perlières. On a la chance, en Polynésie française, d'avoir l'huître perlière à lèvres noires, donc l'huître qui fait la perle, qui est connue, un peu gris, noir, avec certaines irisations. Un animal qui travaille pour la bijouterie, et là, c'est plutôt pour l'aquaculture et pour la nourriture. En Australie, dans l'archipel des Boucaniers, l'ostréiculture a un tout autre visage qu'en France. 800 îles sur plus de 1000 km de côte, brûlées par le soleil et baignées par la mer de Timor. Peu de présence humaine, quelques communautés aborigènes, de rares aventuriers et un trésor, la perle blanche. L'huître perlière des mers du Sud produit une nacre d'une grande brillance. La saison de pêche commence en avril et dure à peu près 3 mois. Nous sommes une quarantaine de plongeurs répartis sur plusieurs bateaux. On est traîné par un câble derrière les bateaux et on ramasse les huîtres sauvages. On passe jusqu'à 8 heures par jour sous l'eau et on fait très attention au risque de décompression. Les plongeurs doivent d'abord récolter les huîtres en pleine mer. Ce sont elles qui permettront la culture des perles. En surface, à bord de ce bateau laboratoire, des techniciens vont greffer un implant de calcaire dans l'animal. Pendant plusieurs années, l'huître va sécréter de la nacre autour de ce petit noyau. Après la greffe, les huîtres sont placées dans des cadres métalliques, puis remises à l'eau. Ce système permettra de réduire les pertes liées aux courants sous-marins et de résister aux coups de vent. Les huîtres perlières vont passer 2 années en mer. Pour elles, le temps nécessaire à la production d'une belle nacre. Notre travail sous l'eau, c'est comme travailler sur un chantier. C'est très physique.
Imaginez que vous poussez une brouette au fond de l'eau 8 heures par jour. On est à 20 mètres de profondeur, il y a 3 fois plus de pression qu'à la surface. On soulève des charges assez lourdes et on travaille dans des positions qui ne sont pas naturelles. C'est vrai qu'on se fatigue très vite. Tout comme les huîtres destinées à l'alimentation, les huîtres perlières nécessitent beaucoup de manipulation. Elles sont retournées, déplacées et nettoyées de leurs algues régulièrement. Pour les hommes, c'est un travail épuisant. Ce territoire préservé dans le nord-ouest de l'Australie est une des plus importantes régions perlières du monde. Dans le pays, la pêche et la production de perles a commencé en 1861, après la découverte d'un important gisement d'huîtres. La première ferme perlière en Australie a été créée 100 ans plus tard. Cette huître a maintenant presque 7 ans. Elle avait entre 3 et 5 ans quand elle a été pêchée et elle est restée 2 ans dans les fermes où elle a été nettoyée plus de 50 fois par les gars. Elle est sortie de l'eau hier soir et on l'ouvre ce matin. Et voilà le résultat. Une superbe perle. Bon, venez voir la récolte du jour maintenant. Blanches ou dorées, les perles ont ici la particularité d'être de grande taille. Il n'est pas rare que des huîtres donnent des spécimens de 2 cm de diamètre. En Bretagne, dans le port de la Trinité-sur-Mer, les ostréiculteurs attendent le lever du jour pour rejoindre leur concession. Une zone de pêche au milieu de la baie de Quiberon. L'équipage part récolter des huîtres élevées en pleine mer. C'est une technique de production à l'ancienne. Les huîtres sont semées sur le sable à une dizaine de mètres de profondeur. Elles grandissent sans l'intervention des hommes. Voilà, là on prépare pour commencer à travailler. Là. On va bientôt mettre... on arrive bientôt sur le parc, là, donc on va pouvoir mettre les dragues à l'eau pour récupérer les huîtres. À mi-chemin entre l'élevage et la pêche, la technique utilisée est celle de la drague, héritage d'une pêche aux huîtres ancestrale. Là, ça balance, il faut que... je vais aller mettre le cul au vent, je vais la remettre pour l'arrêter. Je fais 2 coups pour faire 8 conteneurs, donc 2 conteneurs ça fait 600 kg, 600 kg au coup de drague, quoi, hein, ça va vite. Ça va vite. C'est bon là? Ouais.
Il y a du boulot et puis là c'est qu'une étape quoi. Finalement, il a fallu beaucoup d'étapes pour en arriver là déjà, et il en faudra encore quelques-unes avant de les envoyer chez les clients quoi. Au rythme de la nature et des marées, l'ostréiculture est un métier harassant, une activité qui ne s'arrête jamais. Tout au long du littoral français, sur les parcs ostréicoles, les stocks d'huîtres ont pris de la valeur après des années de labeur. C'est un trésor convoité qu'il faut protéger. Depuis plusieurs années, on assiste à une recrudescence des vols d'huîtres dans les parcs. Ces vols concernent les huîtres de taille marchande, les plus chères. Les larcins ont lieu de nuit, loin des regards. Sur le littoral, les parcs sont quasiment impossibles à surveiller. Ces cambriolages à ciel ouvert sont récurrents. À l'approche des fêtes, des huîtres disparaissent un peu partout. 500 kilos par-ci, 2 tonnes par-là, parfois plus. Les vols sont souvent l'œuvre de professionnels. C'est tout le travail d'une année, hein, c'est clair, qui est sur le parc. Hein. Alors si on se fait voler les huîtres, c'est tout le bénéfice qui s'en va, et puis voilà, hein, c'est clair. Hein. Je me suis fait voler une fois 82 poches de 20 kilos en numéro 2, et l'autre fois 80 poches, pareil en numéro 2. Les cavaliers de la garde républicaine viennent chaque hiver surveiller les plages de Normandie. Depuis plusieurs années maintenant, les huîtres sont sous surveillance. Tout le monde cherche la solution idéale pour empêcher ces vols. Dans le secteur de Marennes-Oléron, les professionnels s'organisent eux aussi. Dès que des poches sont dérobées quelque part, une alerte est aussitôt envoyée à tous les ostréiculteurs. On reçoit des messages par la section régionale, le groupement des ostréiculteurs, qui nous prévient. On reçoit des messages comme ça qui nous disent qu'il y a eu des vols, des vols d'huîtres chez d'autres collègues. Deux jeunes biologistes et ingénieurs ont peut-être trouvé la parade qui pourrait séduire le monde ostréicole. Ils ont inventé une huître connectée, un mouchard, surnommé l'huître mystère, capable aussi de collecter les données du milieu marin. Voilà la dernière version des huîtres mystères. Vous avez déjà vu les prototypes? Non, pas du tout. Ouais. On a travaillé vraiment sur l'encapsulation, la robustesse du plastique avec des systèmes en alvéole et en nid d'abeille. Le principe, il est extrêmement simple. Tu mets tes huîtres dans les poches, dans tes mains, Ouais. comme tu veux travailler. Et puis à partir du moment où l'huître va bouger, elle va émettre un message à 15 km que tu vas recevoir sur ton téléphone portable. D'accord. Ça s'envoie comme si c'était un GPS, quoi. On a des relais sur le littoral qui vont positionner exactement la poche à la ligne près, quoi. Quand on voit que quasiment toutes les semaines, ils reçoivent des SMS de plusieurs dizaines de tonnes de volets sur tout le littoral, entre Arcachon, ici et la Bretagne, il y avait vraiment besoin de développer quelque chose. En Charente, tout autour de l'île d'Oléron, ces bassins aux formes géométriques sont alimentés en eau de mer par le cycle des marées. Ce sont les claires. Elles permettent aux ostréiculteurs d'affiner leurs huîtres avant de les commercialiser. Cette étape adoucit le goût iodé des huîtres. Uniques au monde, les claires sont en fait d'anciens marais salants reconvertis en bassins ostréicoles au milieu du XIXe siècle. Ces mosaïques entre terre et mer ont même donné leur nom aux huîtres de la région, les fines de Clair.
Là, je viens pour voir mes huîtres, hein, voir comment elles sont, si elles ont bien poussé, si elles ont bien engraissé. Alors, celles-ci, elles sont vertes. Elles ont filtré une algue qui se développe dans les marais. Et donc, c'est la particularité du bassin de Marais-Noléron, où on a une huître on a la chance d'avoir une huître qui verdisse comme ça et qui est très, très agréable à regarder. En Bretagne, au sud du Finistère, dans les eaux de la rivière du Belon, des tonnes d'huîtres attendent d'être vendues un peu partout en France et dans le monde. Grâce au rythme des marées, les huîtres sont irriguées et nourries par les courants salés de l'océan Atlantique et les eaux douces fluviales. Cette alternance est essentielle pour la qualité du mollusque. Après 3 ou 4 années d'élevage en mer, l'affinage dans la rivière du Belon permet ici de sublimer le goût de l'huître, d'adoucir sa chair et de réduire son taux de salinité. Les huîtres sont très différentes d'un endroit à un autre, de Normandie, de Bretagne, de Charente, d'Arcachon ou jusqu'à l'étang de Thau en Méditerranée. Les huîtres portent en elles toutes les caractéristiques des lieux où elles ont grandi. Michel, t'as du cac en spécial là? Oui. Ouais, non, juste voir, dis-moi laquelle c'est. C'est quoi, c'est gris? Avant d'être vendues, les huîtres sont lavées, triées par catégorie de taille. Les spéciales sont les plus charnues, le haut de gamme pour les amateurs. Oh, t'aurais pu le mettre là-bas. On n'en fait pas aujourd'hui ici. On va pas en faire aujourd'hui. Très bon. Top. Non, c'est juste pour voir si elles sont vraiment charnues comme elles étaient il y a quelques jours. Si le calibrage a été bien fait, voilà, si tout a été respecté, quoi. Parce qu'il y a beaucoup de catégories. Il y a des fines, il y a des spéciales, il y a des perles noires, il y a des trucs très gros comme ça. Enfin, les mêmes. Une poignée d'ostréiculteurs français exportent une partie de leur production en Asie, en Chine. Pour les professionnels, le défi est de taille. Il s'agit d'initier les consommateurs chinois à l'huître crue, à la mode française. Ce matin, je vais chez mon partenaire local, avec qui je travaille depuis 7 ans, parce qu'il va recevoir l'arrivage des huîtres françaises. Donc il va avoir une dizaine de conteneurs qui vont déballer et repréparer immédiatement pour expédier dans tous les restaurants de Shanghai et même d'autres villes chinoises. Bon, on va goûter un peu. Ok, vas-y. Ça va bien, on va se mettre ici, peut-être non. Autrement, on va les prendre dans la tête. C'est quand même les plus belles huîtres du monde, ça. Rapport qualité-prix, c'est imbattable, ça. Tu sais les ouvrir ou tu veux que je les ouvre? Non, je te laisse faire. Tu veux que je les ouvre? T'es pro. Avec un vrai couteau chinois. On vide la première eau et hop, après on peut la manger au petit déjeuner, ça vous dit? Ah ça on peut pas être plus fraîche. Hein. Ça c'est la production de Carantec. Elles sont toutes comme ça. Toutes celles qui viennent de Carantec, c'est comme ça. Et aujourd'hui, il y a que dans les grandes villes, comme Pékin, Shanghai, ils commencent à consommer un peu d'huîtres, mais la Chine est tellement grande.
Avec le temps, les Chinois, nous, on est très ouverts pour les produits comme ça, pour les produits importés étrangers. Donc, on a 1,2 milliard habitants. Donc, ça fait du monde. Si jamais... Chacun, il consomme 1000 pièces d'huîtres. Ça fait un peu de volume. Oui, on va vider la mer en Bretagne. La mer ne sera pas vidée en Bretagne. Et les ostréiculteurs français ne sont pas prêts de conquérir la totalité du marché chinois. Ils visent simplement là-bas la clientèle haut de gamme. En Chine, l'huître fait partie de la gastronomie et de la tradition depuis toujours. Le pays est le premier producteur d'huîtres au monde. 80% de la production mondiale, devant la Corée du Sud et le Japon. Oh, si vous voulez les goûter. Ah non, moi je ne goûterai pas. Non? Ah non. Non. Ok. L'huître française, consommée crue, est un produit en vogue dans les restaurants à la mode de Shanghai. À la carte du Mercado, le chef écaillé propose des huîtres fraîches, françaises, mais aussi canadiennes, et même d'Afrique et de Namibie. C'est la nouvelle tendance. Les huîtres françaises sont vraiment très belles. Vous pouvez même sentir l'odeur de la mer. Elles sont très fraîches, vraiment. Vous pouvez les ouvrir dès qu'elles sortent de l'eau et les déguster. Elles sont fraîches. L'huître française ici, on la mange comme chez nous, comme en Europe. Donc ils les ouvrent, ils les mangent crus. Ou assaisonnés ou préparés par des chefs, mais c'est souvent cru sur des plateaux de fruits de mer comme on a en France. Les huîtres chinoises, ils les mangent en soupe, en bocaux, toutes préparées, mais jamais crues en tout cas. C'est trop risqué. Ici, dans la région, les eaux ne sont pas de bonne qualité. Donc nous ne pouvons pas manger d'huîtres chinoises crues. C'est pour ça qu'on importe des huîtres françaises. Elles sont de bonne qualité et bien meilleures. Comme sur les tables de l'aristocratie de Rome il y a 2000 ans, les huîtres françaises continuent de séduire les gourmets. Elles ne voyagent plus en charrette, mais parcourent le monde en avion. En Chine, l'huître est devenue l'un des symboles de l'art de vivre et de la gastronomie française, au même titre que le foie gras ou les vins de Champagne. Donc, Jean-Jacques, si tu veux manger les huîtres à la façon chinoise, on peut essayer de mettre les huîtres pochées dans la soupe. D'accord. Parce que après tous les ingrédients, on a mis dans la soupe, donc la soupe il a un goût spécial. D'accord. D'accord. Ok. Bon, fais-moi voir alors. Vous goûtez? Ok. C'est sympa. C'est pas normal. La texture est restée la même en tout cas. Ah non, c'est super bon. « 70% de la production d'huîtres en France est vendue à l'occasion des fêtes de fin d'année. Plus que quelques jours avant Noël. Partout sur le littoral français, les ostréiculteurs enchaînent les journées de travail sans fin. Ils se préparent à vivre les heures les plus intenses de leur année. Pourquoi on vend des huîtres à la douzaine, mais aussi les œufs, les bouteilles, pas mal de produits comme ça, c'est que, eh bien, il y a longtemps, les gens n'avaient pas de moyens, ne savaient ni compter ni écrire, ils savaient à peu près compter, mais ils ne savaient pas lire, et ils n'avaient pas de papier, pas de crayon. Et donc, on utilisait les phalanges des doigts, et donc c'était sur une base 12, c'est-à-dire qu'on comptait comme ça 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ainsi de suite. Donc, ça permettait aux gens d'échanger, de troquer, voilà, et sans avoir besoin d'écrire, on se comprenait. Voilà. Et donc pour les œufs, pour les bouteilles de vin et bien évidemment pour les huîtres. Bah ouais, ça y est, c'est la grosse semaine de mise en bourriche. Voilà, on est à 3 jours du 24. On est un petit peu à fond là tous, les journées sont longues.
Mais bon, voilà, ça va pas durer. Encore 2-3 jours à fond et puis je pense qu'après, on va pouvoir prendre quelques jours de repos et puis on recommencera pour le premier de l'an. Voilà. Ah là là. Encore une palette là qui reste? C'est la dernière? À l'approche des fêtes, des millions d'huîtres sont sorties de l'océan. En France, près de 50 000 tonnes sont vendues et consommées à cette période, entre Noël et le jour de l'an. Et le 4, 40 par 18. Donc on a dit 3 en numéro 3, 3 en numéro 2, 3 en numéro 4 et 16 en numéro 3. Oui, c'est la période, hein. Donc voilà, encore la semaine prochaine encore. Et puis voilà, après ça va se calmer, mais bon, c'est le moment ou jamais. Hein. Et là, les journées, là, on est dans les dernières grosses journées, donc on a pris tôt ce matin. Et voilà, et la journée n'est pas finie parce qu'on va redescendre à la mer là, dans 1 heure, donc voilà. Donc il y a encore de quoi faire encore, la journée n'est pas terminée. C'est comme ça. T'as chargé quoi là, Stéphane? Le 3 là? Tu fais les 16 palettes de 3 avant? Hein? Là, tu mets tout le 3, les 16. Ces huîtres de Normandie vont être expédiées partout en France. La plupart est destinée à la grande distribution. À la veille de Noël, les huîtres sont les reines des marchés français. Elles symbolisent la fête et la convivialité dans les familles. Alors il y a beaucoup de boulot pour faire une huître, ça prend énormément de temps, entre 3 et 4 ans. On les trimballe de droite à gauche pour essayer de les faire pousser, de les faire qu'elles soient les meilleures possibles. Et donc c'est la Bretagne, un coup en Bretagne, un coup elles reviennent chez nous. Jusqu'à aujourd'hui, voilà, on les manipule sans arrêt. Et encore une dernière fois là, aujourd'hui. C'est moi, passez de bonnes fêtes. L'ostréiculture est un métier unique. Du naissin à la bourriche, l'ostréiculteur doit savoir maîtriser toutes les étapes de la production. Une seule et même personne est à la fois l'éleveur, celui qui sème et qui récolte, le négociant et le vendeur. Les scientifiques tentent encore de percer le mystère des huîtres. Aujourd'hui, cet étonnant mollusque filtreur aide les chercheurs à analyser l'évolution des climats et l'acidité des océans. L'huître est une sentinelle de la qualité du milieu dans lequel elle se nourrit. Alors sur cet animal, pas forcément élégant esthétiquement, c'est pas un dauphin, c'est pas un ours, il n'y a pas forcément un attachement à l'espèce, quoi, hein. Mais finalement, ce petit animal anodin raconte toute la force de l'humanité, sa bêtise aussi. Et puis je pense que là, comme on est en train d'essayer de rattraper le coup, de restaurer la nature, raconte aussi peut-être un meilleur avenir où on va essayer de faire réapparaître cette espèce pour peut-être un peu sauvegarder ou restaurer les bêtises qu'on a pu faire. Au carré des feuillants, le chef apporte la dernière touche à son plat. Spécial arcachon, caviar d'ébène, avec feuilles au goût d'huître. Au cœur de Paris, les saveurs iodées du coquillage et de l'océan sont ainsi révélées par la passion et sublimées avec art. Moi, j'ai une petite vigne qui est un jardin. Hein. C'est une vigne que j'ai de mes parents. J'en ai gardé qu'un petit peu, mais je leur ai promis que je ferais mon vin jusqu'à la fin de ma vie. Et c'est mon jardin. Eh bien, cette vigne-là, j'ai un pied de rose
au bout de chaque rangée de vignes. Et pour moi, dès qu'il y a des problèmes sur une rose, on sait que la vigne est en train de déclencher une maladie. Le mildiou arrive ou autre chose. Donc ça met en alerte. Et les alertes, on les a tout de suite par les huîtres. C'est un peu comme les roses dans un jardin. Mais les roses sont plus vite attaquées que les pommes de terre. Ces animaux, ça vit depuis des millénaires dans un écosystème très simple et favorable. Donc essayons de le respecter, quoi. On n'a pas le droit de bousiller les huîtres, les abeilles. La mer, c'est un jardin. L'huître est un trésor de la nature. Entre terre et mer, cet animal mystérieux nous alerte sur la santé de notre planète.